Très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, les pauses déj sur Pharmacy Lounge. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme pour poursuivre ensuite la conversation. C'est gratuit et sécurisé. Alors, ce nouvel épisode est intitulé Pharmacien qui a peur du grand méchant burn-out. Donc, vous l'avez compris, on va parler du burn-out en pharmacie. Et quand je vous dis que je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sandrine Fabre-Rubenstein, cofondatrice de la société de conseil et d'accompagnement 600 Phoenix. Bonjour Sandrine, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau. Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour. Et bien évidemment, cet épisode ne serait pas possible sans le soutien de Fabrice, le CEO de Pharmacy Lounge. Bonjour Fabrice. Bonjour Romain. Une petite présentation Fabrice? Mais avec plaisir Romain. En quelques mots, d'abord, ravi de tous vous accueillir sur Pharmacy Lounge. Ravi également d'accueillir Sandrine Fabre-Rubenstein, qui est l'une des associées dirigeantes, donc comme l'a dit Romain, de la société 600 Phoenix avec Sylvie Serre. Et ravi d'accueillir Romain, qui est donc pharmacien, chef de service à la Polyclinique du Parc à Lyon, et qui, vous l'avez compris, anime cette session. Pharmacy Lounge, je dois vous dire que ce n'est pas que des événements en ligne, c'est avant tout le premier réseau digital professionnel à destination de tout le corps pharmaceutique. Romain l'a dit, c'est sécurisé, c'est confidentiel. Ça rassemble les pharmaciens d'officine, les pharmaciens hospitaliers, les étudiants, les internes, les pairs de la profession. C'est un outil d'écosystème. Ce sont des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, la confidentialité en plus, ça veut dire que vos données à l'intérieur de Pharmacy Lounge seront protégées. Vous naviguez en toute sérénité. C'est ça l'avantage. Et puis, c'est totalement gratuit, je dois vous le dire, pour l'ensemble de la profession pharmaceutique, donc vous y rentrez sans aucune contrainte financière. Je dois aussi, je dois aussi vous dire que je serais ravi que vous puissiez partager avec l'ensemble de vos amis, pharmaciens, etc., pour qu'ils rejoignent Pharmacy Lounge, pour communiquer mieux, plus rapidement et de façon sécurisée. Je vais donc laisser la parole à Romain et Sandrine, sans omettre de vous rappeler, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette session est enregistrée et sera diffusée par la suite en replay. Très bonne webconférence. À très bientôt sur Pharmacy Lounge. Merci Fabrice pour cette présentation. Alors Sandrine, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter et présenter votre agence 600 Phoenix? Oui, alors on a créé ce cabinet en 2017 avec Sylvie Serre, parce qu'on a vu les problèmes au travail monter, et du coup on accompagne sous forme d'ateliers, formation, accompagnement individuel ou collectif, soit les organisations, les entreprises, et puis les personnes. Alors quand je dis les personnes, ça peut être des salariés, ça peut être des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, des créateurs d'entreprise, pour prévenir le burn-out, ou si malheureusement c'est arrivé, reconstruire la personne. Alors, on parle de burn-out aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler et nous expliquer un peu les fondements de cette maladie? Oui, alors en fait, c'est effectivement une maladie. Je vais mettre un PowerPoint pour illustrer. Est-ce que vous le voyez? Le PowerPoint, vous le voyez? Pour l'instant, non. Alors, pourtant j'ai les droits attribués. Hop. Alors, fenêtre. On y est presque. Voilà. Alors, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. En fait, le burn-out, c'est un événement sur une chronique de temps qui est l'épuisement professionnel. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est une séquence, c'est très très schématisé. Alors surtout pour des pharmaciens, c'est une séquence de stress normale. L'adrénaline, cortisol, sérotonine, tout ça se met en marche. L'agent stresseur, qui peut être un muscle qui vous fonce dessus, vous avez réussi à l'éviter. Hop, tout le monde se calme, tout le monde est au repos. Ça sert aussi d'apprentissage à ce qu'il faut faire quand un bus vous fonce dessus, et tout va bien. Donc, on a une alternance, séquence de stress, détente. Là, c'est la vie normale. Ce qui va provoquer un burn-out, c'est quand on est soumis à un stress chronique. Du coup, ces hormones, ces neurotransmetteurs et tout le système, au lieu d'avoir ces séquences de détente, en fait, va fonctionner en permanence, et fonctionnant en permanence, va commencer à dysfonctionner. Du coup,
pendant que ça dure des mois, vous voyez bien que par exemple le cortisol peut aller se porter sur des organes, la noradrénaline va être produite soit en sur-régime avec de l'anxiété, soit en sous-régime et on n'est plus attentif aux sources de danger. La dopamine s'en va assez rapidement, ce qui fait qu'en fait, tout ceci dysfonctionnant, à un moment donné, le cortisol va complètement chuter. Donc là, il faut bien comprendre qu'au départ, c'est un phénomène normal. Ensuite, c'est un phénomène qui fait que là, on est dans la psychologie, c'est-à-dire qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas, pour un certain nombre de raisons qu'on pourra voir après. On va donc se suradapter avec un épuisement et du dysfonctionnel physiologique. Donc, cette transformation du stress en stress chronique, elle vient parce que on veut garder soit une reconnaissance du travail, de notre compétence, soit être dans le soi fort, etc. Ce qui fait que ce burn-out, au bout de quelques mois, en général c'est 6 mois, survient après avoir épuisé toutes nos fonctions. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent la survenue de ce burn-out? Oui, alors il y a des facteurs qui sont très bien répertoriés, notamment par la Haute Autorité de Santé, mais ça vient d'études évidemment dans un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis. Alors là, je vous ai mis les facteurs organisationnels de la Haute Autorité de Santé, mais aussi de Christina Masla, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur le burn-out et qui a d'ailleurs créé un diagnostic dont se servent les médecins, puisqu'il n'y a que les médecins en France qui ont le droit de diagnostiquer le burn-out. Donc, dans ces facteurs organisationnels, on viendra sur les facteurs internes à la personne. Il y a évidemment la surcharge de travail, tout ce qui est rythme de compétition, le manque de soutien soit de la part des pairs, soit de la hiérarchie, les problèmes dans la communauté de travail, les conflits, la mécommunication, les excès de responsabilité par rapport à l'autonomie de décision. Ça, c'est par exemple les injonctions paradoxales. On vous nomme à des responsabilités plus importantes et en même temps, vous avez le droit de rien faire. Il faut demander l'autorisation à Pierre-Paul Jacques en permanence. Ça peut être aussi, et je crois que c'est dans le monde de la pharmacie assez prégnant, des contraintes liées à l'administratif, à la gestion, etc., qui font qu'on a un travail réel qui est empêché. Un travail plutôt qu'être empêché, le travail réel ne correspond pas au métier qu'on a, entre guillemets, épousé. Alors, évidemment, dans les secteurs de la santé, la confrontation à la puissance et à la mort, et puis le conflit de valeurs. Ça, c'est les facteurs externes. Il est en particulier... Oui quelqu'un intervenait. Il y a en particulier en ce moment, en plus des facteurs sociétaux, alors j'ai pas mis la guerre, mais du coup je vais le mettre parce qu'évidemment ça crée un facteur de stress permanent, donc une possibilité de stress chronique chez la personne. Mais par ailleurs, il y a des facteurs internes aussi ou personnels qui vont faire, alors évidemment la guerre, le Covid, on ne peut pas y échapper comme ça se saurait. Par contre, là, il y a des facteurs internes qui vont faire qu'on va rester dans une situation qui ne nous convient pas. Je mets à part, mais bien sûr c'est important, tout ce qui va être facteur financier qui fait qu'on a besoin de travailler, encore que il peut y avoir dans ces motivations internes, par exemple, être force de la nature, être perfectionniste, digne de confiance, tourner vers les autres, un grand professionnel, quelque chose qui va faire qu'on va rester dans cette séquence de notre vie qui n'est pas favorable et qui est nocif pour nous. Et quand je parlais du facteur financier, il faut savoir qu'en France, c'est particulièrement prégnant parce que le statut du travail qui est mis au rang de valeur et le statut social fait que voilà la peur d'avoir un revenu moins important, un revenu qui nous permette pas d'avoir les mêmes. Je fais une caricature, mais quand on y réfléchit, c'est assez fort et quand on accompagne des personnes, c'est assez fort quand elles ont besoin de se reconstruire. Voilà, ce facteur financier est important, mais repose sur des motivations qui remontent à plus loin dans les injonctions que l'on a depuis l'enfance et avec la société.
Il y a aussi un dernier facteur qui est lié à des spécificités, comme par exemple les hauts potentiels intellectuels, que l'on retrouve aussi dans les gens qui ont fait un burn-out. Je fais un petit aparté. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez utiliser le chat qui est en ligne et on fera une petite session questions-réponses au milieu de l'intervention et à la fin de l'intervention. Sandrine, maintenant, le burn-out est installé. Que se passe-t-il? Comment s'en sortir? Alors, comment s'en sortir? Alors, il y a ça, c'est plutôt sur la prévention, mais donc du coup, je vais reparaître à l'écran pour s'en sortir quand on a été en burn-out, il y a une reconstruction à opérer. Cette reconstruction, nous on travaille avec une sociologue du travail qui l'a observée depuis les années 2010 et qui a mis en place un protocole parce qu'elle a observé que les gens, lorsqu'ils se reconstruisaient, suivaient des étapes. Et dans ces étapes, il y a des ingrédients, si je puis me permettre, à travailler pour que l'on puisse passer ces étapes de façon solide et durable. Par exemple, il y a une étape, alors là, pour ceux qui ont vécu un burn-out qui est incontournable, c'est l'arrêt. Évidemment, l'arrêt et j'allais dire presque le retrait et le repos. De toute façon, la personne, à ce moment-là, quand elle a plus de cortisol, elle ne peut plus rien faire. Ce qu'on entend souvent avec Sylvie, c'est je suis capable que de regarder des séries. Oui, c'est normal. Et donc, il y a un enjeu d'acceptation de cet état où on ne peut pas faire grand-chose. Il y a une deuxième étape, je ne vais pas toutes les passer, mais il y a une deuxième étape qui est le ressourcement. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est préservé, protégé et qu'on s'est reposé, commence à poindre de nouvelles envies. Enfin, des envies, des petites envies. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être juste aller faire une promenade. Ça peut être juste, comment dirais-je, je vais dire n'importe quoi, regarder un dessin animé. Et alors là, il faut vraiment encourager la personne et soi-même à suivre ses envies. Parce que c'est comme ça qu'on va commencer à se ressourcer, qu'on va recréer de la dopamine et qu'on va reprendre petit à petit confiance en soi et en l'avenir. C'est long, c'est lent, plus ou moins, suivant la personne, mais cette étape est très importante à suivre à son rythme et surtout sans a priori. Il faut presque être en état d'adolescent. Je crois qu'il y a une question, Fabrice. Oui, effectivement, une question de Sophie. Pourquoi les hauts potentiels sont-ils plus concernés? Pourquoi ils sont plus concernés? Parce que ils ont une forme de raisonnement et d'appréhension du monde qu'ils sont presque, j'allais dire presque bruts de décoffrage. C'est-à-dire qu'ils prennent les événements, ils prennent ce qui se passe, les enjeux, etc., sans filtre. D'une part. D'autre part, en séquence de stress, ils vont déposer les choses, là aussi, sans filtre. Je fais des caricatures, hein, compte tenu du temps qui nous est imparti, des schémas. Voilà. Et puis, ils sont aussi, leur motivation, elle est, comment dirais-je, elle est essentielle au sens où, là aussi, ça va être compliqué de pouvoir mettre autre chose à la place. Vous voyez, d'arriver à ne pas être entier dans la relation, dans le travail. Ne pas être entier pour quelqu'un qui est au potentiel hypersensible, c'est compliqué. Du coup, pouvoir prendre la distance, pouvoir s'investir sur autre chose, c'est plus difficile pour eux. Voilà ce que je peux en dire et d'après notre expérience avec Sylvie. Alors, maintenant, on va s'intéresser au monde de la pharmacie, forcément, puisqu'on est sur la plateforme Pharmacy Lounge. Est-ce que les pharmaciens sont-ils également sujets à ce phénomène de burn-out? Bien sûr, malheureusement, d'abord parce qu'ils sont effectivement c'est souvent une vocation, même si elle peut être parfois transmise de père en fils, de mère en fils, etc. Donc voilà, mais c'est d'autant plus important pour le pharmacien, c'est-à-dire que on touche la vocation.
On touche la tradition parfois. Après, on va toucher aussi ce qu'on a observé, c'est des injonctions dans la culture. Sois fort, j'ai pas le droit à l'erreur. Ce qui fait qu'on va pas toujours demander de l'aide, on va pas pouvoir accepter d'un moment ne pas être bien. Et puis si on a une équipe aussi, hein, voilà, il faut qu'on soit omniscient, omnipotent. Voilà, donc ça va faire des facteurs qui vont peser sur la personne, vont faire pression et du coup vont faire qu'elle va être plus sensible aux agents stresseurs pour pouvoir bien faire. Hein. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, il y a des moments critiques. Quand je dis critique, c'est à enjeu. Par exemple, un pharmacien salarié qui va devenir titulaire, il devient chef d'entreprise. Ça appelle d'autres compétences, d'autres stress. Ça fait focaliser sur un moment donné, comme par exemple un pharmacien dans le secteur hospitalier qui va devenir chef de service. Là aussi, ça fait une pression complémentaire. Donc du coup, ça fait appel aussi à d'autres capacités, d'autres qualités, d'autres compétences et un momentum, voilà, qu'il convient d'anticiper et de passer avec le maximum de connaissance de soi. Tout ce qui nous stresse et comment on peut gérer pas le stress, les agents stresseurs et les conséquences. Et si on continue sur le métier de pharmacien, comme vous l'avez très bien dit, le pharmacien peut devenir à un moment donné de sa carrière un manager, un chef d'équipe, un titulaire ou un chef de service. Comment, en tant que manager, peut-on détecter chez un collaborateur un phénomène d'arrivée vers le burn-out, de progression, entre guillemets, vers le burn-out? Alors, je reprends. Est-ce que là, vous voyez là aussi l'écran avec 5 pavés orange? Oui, il faudrait le mettre, hein, voilà, en plein écran. Alors, en fait, il y a des symptômes qui sont très bien là aussi répertoriés. Alors, ce qui peut être compliqué pour un professionnel de la santé, c'est qu'ils correspondent aussi à d'autres tableaux. Hein, c'est un peu tout mélangé. Mais en général, quand vous voyez des gens qui vont coucher, j'allais dire… Oui. Je m'excuse Sandrine, on va juste rappeler qu'il faudrait bien couper les micros. J'ai l'impression qu'on entend en écho. Oui. Est-ce que les personnes qui sont présentes peuvent bien couper leur micro? Et Fabrice, tu as la même notion, tu as la même sensation? Oui, absolument, il y a de l'écho. Est-ce que les personnes présentes peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Pardon Sandrine. Non, ben, je vous en prie. Alors, en fait, oui, quand on voit quelqu'un qui va cocher entre 3 et 5 cases, et à l'intérieur, un certain nombre de coches, hein, à ce moment-là, il faut commencer à s'inquiéter. Mais je dirais que c'est notamment quand on va voir un changement de comportement. Un changement de comportement ou même physique, quelqu'un qui a beaucoup maigri ou qui a beaucoup grossi, quelqu'un qui se montre agressif alors qu'il ne l'était pas. Voilà, des changements comme ça, là, c'est une alerte. Hein, mais sinon, dans les symptômes que l'on va observer, il y a bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, hein, l'anxiété, la tristesse, la colère, l'irritabilité, parfois le cynisme. Dans les critères physiques, on va entendre la personne, je dors mal, ou j'ai des crampes, j'ai très mal à la gorge. Cognitif, alors ça vient un peu en dernier. C'est les troubles de la mémoire, de la concentration, et puis bien sûr une grande fatigabilité. D'ailleurs, quand les gens se reconstruisent, c'est les 3 facteurs ou symptômes que l'on retrouve qui sont le plus longs à atténuer et qui peuvent revenir quand on est de nouveau en danger. Et quand je parlais des comportements, voilà, si vous voyez quelqu'un qui se replie, qui était très empathique et qui ne l'est plus. Alors, les addictions aussi, hein, addiction à tout, hein, au jeu, à l'alcool, au sucre, etc. Ou quand vous voyez une baisse de motivation. C'est pas forcément une baisse d'engagement, c'est juste que la personne est rentrée dans cette phase physiologique qui fait qu'elle n'a plus assez de cortisol. Enfin, elle n'a plus assez de cortisol. Le fonctionnement physiologique n'est plus
entre guillemets, fonctionnel. Voilà, mais retenez surtout, alors il y a tout ça, et retenez surtout quand vous voyez des signes qui vous disent je ne le reconnais pas, ou je le reconnais moins, ou je la reconnais moins, c'est plus la même. Voilà, là, il faut vraiment s'inquiéter. Et pour conclure, Sandrine, quels conseils pourriez-vous donner aux pharmaciens ou aux différents acteurs de la pharmacie sur ce sujet bien spécifique du burn-out, sa détection et sa prise en charge? Alors, le premier, c'est, je sais que vous avez beaucoup de contraintes, donc focalisez sur ce qui est en son pouvoir et ce qui se passe maintenant. Parce qu'on peut avoir la peur de l'anticipation ou l'anticipation de la peur qui va faire pression. Et quand je dis focaliser sur ce qui est dans son pouvoir, je pense par exemple à l'administration. En interviewant en préparant ce webinaire, quelqu'un qui est assez zen m'a dit écoutez, lorsque on me demande quelque chose, si je réponds pas tout de suite, voilà. Et puis assez souvent, finalement, on me relance pas parce que c'était pas si important que ça. Bon, j'ai rien dit, mais bon voilà. De pas rester seul et demander de l'aide, s'entourer de pairs, de mentors par exemple, parce que ça peut nourrir la personne et lui donner la perspective. Faire équipe avec ses collaborateurs. Alors, en se connaissant mieux soi-même, c'est-à-dire comment on réagit par rapport à l'autre, en connaissant les autres, les différences. Et puis du coup, ça permet de mieux communiquer, créer moins de tension, avoir plus de fluidité, et notamment dans les moments sous stress. Quatrième point aussi, c'est anticiper. On peut anticiper, savoir qu'à telle période, ça va être plus compliqué. Et du coup, repérer ses besoins psychologiques pour installer un équilibre, un déséquilibre, et puis savoir jusqu'à quelle limite on s'arrête dans le sacrifice éventuel qu'on doit faire, momentané, dans la satisfaction de ses besoins psychologiques, physiologiques, physiques, relationnels aussi, en repérant ce qui nous prend l'énergie, ce qui nous en donne, pour rééquilibrer aussi. Et puis, en repérant ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les limites, ce qui pourrait, nous faire dépasser les limites. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais effort, dépêche-toi. Sachez souvent qu'on en coche plusieurs. Et donc, peut-être chez les pharmaciens, il doit y avoir beaucoup de sois fort, sois parfait, parfois du fais plaisir et fais effort. Et puis, repérer ce qui peut faire stress chronique chez soi. Comment dirais-je, j'essaye de me remémorer des choses qu'on a observées. Là, j'en trouve pas spontanément. Si, par exemple, je vais prendre moi, par exemple, sur un sujet de fond, pour ceux qui sont chercheurs, par exemple, certains peuvent avoir besoin de temps. Et qu'on leur impose pas de délai. Alors c'est compliqué pour la pharmacie, mais pour ceux qui sont dans la recherche, peut-être c'est plus aménageable. Voilà. Voilà, de regarder un petit peu ce qui va faire agent stresseur. Voilà, ça peut être des types de personnes, par exemple. Et si tout m'énerve, si je vois que j'ai coche ou que quelqu'un dans mon équipe ou proche de moi coche un certain nombre des cases qu'on a vues tout à l'heure orange, en fait, c'est d'aller voir un médecin et de retourner à la base qui est se connaître et focaliser sur ce qui est en nos pouvoirs. Voilà, c'est rapidement dit, évidemment, c'est pas personnalisé, mais pour moi, ce sont les clés qui permettent d'anticiper, de prévenir. Mais rassurez-vous, Sandrine, c'était très clair. Je crois que Fabrice, on a une question sur le chat. Absolument. Il y a Johan qui pose une question, qui demande si vous avez des statistiques sur le burn-out à l'hôpital. Il observe que le système de soins est à bout de souffle, qu'il y a des chiffres, qu'on aurait besoin de chiffres pour appuyer l'épuisement des professions médicales, paramédicales qui sont nécessaires pour soutenir en cette période de campagne, justement, la profession pharmaceutique et notamment hospitalière. Et il demande aussi s'il y a des solutions managériales qui sont applicables à l'hôpital pour prévenir le burn-out. Oui, alors sur les chiffres, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas. J'en ai pas, d'autant plus que le burn-out, comme vous savez peut-être, c'est reconnu comme une maladie professionnelle, mais c'est pas au tableau.
Ce qui fait qu'un médecin ne peut pas dire tac, 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 égale maladie professionnelle, ça passe dans le système. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois prendre son dossier soi-même quand on est en burn-out et aller le porter à la CPAM. Il y a une enquête contradictoire avec l'entreprise, c'est compliqué. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille aussi avec une association qui s'appelle Soins pour les professionnels de la santé, et ils sont extrêmement sollicités pour des accompagnements psychologiques, pour des accompagnements comme les nôtres, voilà. Donc il y a vraiment, on a une permanence aussi sur le burn-out. Enfin voilà, donc on est de plus en plus sollicité. On accompagne depuis longtemps des soignants. Bon, tout ce qu'on voit dans les journaux, tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est une réalité. Alors la deuxième question, pardon, de Johan, c'était. C'était pour le management. Est-ce qu'il oui. y a des solutions managériales pour prévenir tout ça? Oui, il y a des solutions. Alors nous, on travaille après. Il y en a certainement d'autres, mais nous, on travaille avec un modèle qui a été justement conçu par un psychiatre et un psy dans les années 80 à partir des comportements sous stress et la façon de faire baisser de faire baisser le stress et de faire surtout baisser les conséquences du stress pour la personne, comment la rassurer, comment elle peut rassurer, quel comportement elle peut avoir, quelle pensée elle peut avoir, etc. La sortir en gros du stress. Et c'est un modèle qui fonctionne très bien, en particulier en collectif. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour constituer des équipes d'astronautes. Alors évidemment soumis à très grand stress, c'est pour ça qu'il a été étudié et recherché pour pouvoir, en collectif, devant des stress intenses et des stress inconnus, pouvoir faire équipe. C'est-à-dire comment moi je communique quand je suis en situation de stress à l'autre sans lui transmettre mon stress, comment je vois qu'il est en situation de stress et comment je peux arriver à le sortir du stress, comment moi-même j'arrive à me sortir du stress. Voilà, donc oui, il y a des modèles qui sont, à mon sens, très adaptés à des configurations où on est de fait soumis à des stress, soit chroniques, soit intenses. Merci beaucoup Sandrine. Alors malheureusement on va être obligé de s'arrêter là, mais on peut poursuivre la conversation sur la plateforme Pharmacyland et notamment en allant sur le launch de l'agence 600 Phénix. Comme ça, vous pourrez éventuellement répondre à d'éventuelles conversations. On vous remercie tous d'être venus pour cette web conférence et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous, les pauses déj. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir.